Mesdames et messieurs, vous venez de suivre les trois intervenants. Professeur Chico Jimbumba, qui a parlé de ce rapport Mapping, Paradigme, Quête de sens. Madame Angèle Makombole dessous des cartes et Hubert Chiswaka Masoka. Justice transitionnelle ou justice pénale. Nous allons à présent ouvrir les débats. Nous y allons comme d'habitude. 5 questions. Et vous dites à qui vous adressez la question. Si vous avez une contribution, vous demandez aussi la parole. Vous donnez votre point de vue par rapport à ce qui a été dit par les intervenants. Et nous irons ainsi vite. Et pour ceux-là qui n'ont pas compris peut-être certains sujets, ils pourront aussi en profiter pour bénéficier de quelque chose. Alors, le micro qui est ici est très disponible. Nous allons prendre les 5 premières questions. Honorable Bazaïba. Alors, je disais, pour ma contribution, je voudrais dire que la problématique de la situation que nous vivons en République démocratique du Congo, je n'aime pas trop les éléments de langage quand on dit la guerre dans les Grands Lacs ou l'instabilité dans les Grands Lacs. C'est comme si on était en train de diluer ce que nous, les Congolais, nous ressentons. Parce que dans le Grand Lac, s'il y a perturbation, s'il y a insécurité, au Soudan, c'est entre Soudanais, en Ouganda, c'est entre Ougandais, au Burundi, c'est entre Burundais, au Rwanda, c'est entre Rwandais, s'il y a des problèmes en Tanzanie, entre Tanzaniens, même Angola, dans son temps, c'était entre Angolais. Mais en République démocratique du Congo, la particularité, c'est que nous sommes les théâtres, nous sommes l'espace d'affrontement de tous ces pays voisins en République démocratique du Congo, des armées incontrôlées et des armées d'État envoyées, invitées officiellement par nous dans telle ou telle circonstance. Bref, c'est ça. Donc, il ne faut pas que nous aussi nous jouions ce jeu-là, on dilue la situation de la République démocratique du Congo. Cherchons, vous en tant qu'experts, cherchez et donnez-nous à chercher les éléments de langage qui vont montrer au monde que c'est le Congo qui vit cette situation d'instabilité, d'insécurité, voulue, entretenue, certainement par un faible leadership de notre côté ou la complicité, mais surtout par des pays, des grandes puissances, des firmes internationales, en utilisant les pays voisins et les nôtres pour des velléités, soit expansionnistes ou l'exploitation illégale ou illicite de nos ressources. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Deuxièmement, il y a, en ce qui concerne la justice pénale internationale, avant que nous ayons des tribunaux spéciaux, ça soit le tribunal spécial, etc., mais il existe au monde la Cour internationale de justice pour juger les États. Il existe au monde la Cour pénale internationale pour juger des individus présumés auteurs de certaines formes d'exactions. Et notre pays, le gouvernement congolais, par principe de continuité de l'État, a ratifié des conventions internationales créant ces institutions-là et aussi des conventions internationales relatives aux droits humains. Et notre pays coopère avec ces institutions. Pour les cas d'espèce, en ce qui concerne l'ordre qu'on voulait mettre dans des pays étrangers, prenons le cas de la République centrafricaine, je parle de cas que moi-même je suis concerné. Vous avez vu que la République démocratique du Congo a coopéré avec la Cour pénale internationale pour mettre à sa disposition la personne de M. Jean-Pierre Bemba concernant les dossiers de la République centrafricaine. Alors, qu'est-ce qui manque au gouvernement congolais, quel que soit le régime, avant ou maintenant, par rapport au rapport Mapping, concernant la situation du Congo qui nous concerne, parce que la République centrafricaine, c'était un autre pays. Qu'est-ce qui manque? Je n'ai pas cité que le nom de M. Bemba, il y en a d'autres, de Bosco Ntaganda et consorts. Alors, pourquoi notre gouvernement ne peut pas aussi utiliser d'abord les institutions qui existent
par rapport au dossier de la République démocratique du Congo, par rapport à un rapport qui est connu, il n'y a pas seulement les rapports MAPIG, il y a même les rapports KASSEM et tout ça, pour qu'on puisse les amener. Si on ne peut pas, on n'a pas ces capacités, je pense qu'il y a des institutions internationales, que ce soit au niveau de la Cour pénale internationale concernant les individus présumés auteurs, parce que la présomption de l'innocence, c'est un principe sacro-saint jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie. Et il y a aussi les États, les cas insolites de la guerre entre le Rwanda et l'Ouganda à Kisangani. C'est nulle part au monde où des armées régulières étrangères se battent à l'arme lourde dans un pays qui n'est pas le leur, mettant le peuple en étau. Moi, quand j'ai été impliqué dans la lutte contre les violations, des graves violations des droits humains, c'était à l'occasion de cela. Parce que je suis victime, entre autres, des membres de famille. Jusqu'à présent, les dossiers continuent. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse condamner l'Ouganda et mettre le Rwanda hors cause? Ça fait partie aussi de la période des rapports mapping, parce qu'il commence entre 1993 et 2003, parmi les 10 ans, parce que c'était les 2 fois, mais la guerre la plus rude et atroce, c'est du 6 au 10 juin 2000 à Kisangani. Donc, qu'est-ce qui fait que ces dossiers-là, on ne peut pas l'exhumer, comprendre pourquoi on a mis hors cause? C'est là où je voudrais que Mme Makombo, que je félicite en passant, si elle peut nous aider, les dessus des cartes, nous ouvrir, délier vraiment le nœud à ces sujets. Et je termine par réitérer le besoin, comme l'a dit ma soeur Makombo, que Angèle Makombo, l'espace ici, le nombre de gens. Moi-même, j'étais dans une autre activité importante. J'ai regardé ma montre, j'étais très mal à l'aise, me disant qu'entre cette activité et celle-ci était la plus importante. J'ai dit, en tout cas, je me lève, j'arrête. Mieux vaut arriver en retard que ne pas y être. Je suis venu. Pourquoi les autres ne sont pas venus? Parce que nous n'avons pas sensibilisé. Moi, j'ai sensibilisé. J'ai appelé des gens au téléphone directement et j'ai fait l'art de diffusion du spot qui passait. Qu'est-ce qui se passe? Alors, parlons-en en lingala, allons sur terrain. Si l'élite intellectuelle est intéressée à autre chose, parlons aux Congolais. Si c'est difficile de parler de philosophie, tribunal pénal international ou justice transitionnelle, parlons à lingala. Faisons une activité, un calendrier pour dire les 617 cas, c'est qui? Mukoloyo, tel jour, Sika Boye, Bomaki Boye, Salaki Boye. Les 617 là, on les liste, on les dit en lingala. Je crois que les Congolais eux-mêmes vont se sentir concernés. Merci beaucoup. Merci pour m'avoir accordé la parole. Et je tiens aussi à remercier M. Freddy Mulumba, qui a commencé à nous parler de la barganisation, ça fait tant d'années, et aujourd'hui c'est devenu une réalité. Là, je suis en train de dire à M. Freddy Mulumba qu'ici nous sommes venus, nous sommes attaqués. On n'a pas à parler comme si on était en train de cajoler les gens, puisque vous avez jeté l'éponge seulement aux politiciens. Les dossiers ne regardent pas seulement les politiciens, les dossiers intéressent tout le monde. C'est tout Congolais qui est mal à l'aise. C'est samedi venir ici, comme maman vient de le dire, moi aussi je devrais être dans une autre activité. Mais je me suis dit que ça c'est très important, je dois être là. Alors il ne faut pas cajoler ou bien... Au lieu de citer les noms des gens qui sont en train d'embêter les Congolais, on sait bien que c'est Ruberwa et Moïse Nyamugabo qui sont allés à Minembwe pour aller installer leur commune et l'ambassadeur. Il faut le dire. Nous sommes des Congolais, on ne peut pas se... Alors je veux dire que vous êtes de la société civile. Qu'est-ce que vous attendez pour faire une plainte contre ce qui s'est passé à Minembwe? Puisque même ici, nous avons des magistrats qui peuvent arrêter les gens. Moi, je suis avocate et je suis sur terrain. Je sais qu'il y a des avocats aguerris. Il y a des jours passés, il y a eu la rentrée judiciaire. Les premiers juges
a dit qu'il n'y a plus question d'humilité dans notre pays, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit au Parlement. Alors il est temps, comme vous êtes à côté de vous, il y a un avocat, de nous dire et de vous accompagner à faire une plainte, comme ça nous serons derrière vous. Nous sommes fatigués, et je vous dis et je vous remercie. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup pour l'organisation. Merci beaucoup à M. Freddy. Alors, je suis Chantal Faïda, activiste et sociale. J'aimerais poser la question à M. Hubert Chiswaka, qui nous dise un peu notre responsabilité en tant que RDC. Parce que vous avez montré qu'il faut avoir une forte diplomatie pour pouvoir avoir une justice pénale internationale. Mais qu'est-ce que nous, en tant que RDC, nous avons fait comme erreur politique pour pouvoir vivre ce que nous vivons aujourd'hui? Parce que si vous lisez Patrick Mbeko, c'est un Congolais qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur les crimes à l'Est, il cite même dans son livre qu'il y a des militaires américains qui vont au Rwanda pour former les Rwandais et venir attaquer chez nous. C'est dire qu'aujourd'hui, la communauté internationale a changé de camp. Ce n'est pas par le passé, c'était Mobutu qui était utilisé pour déstabiliser la région des Grands Lacs. Et aujourd'hui, ce n'est pas la RDC, c'est le Rwanda qui est utilisé. C'est-à-dire que est-ce que ce que Mobutu faisait par le passé n'est pas en train de se retourner contre nous? Parce qu'il était un peu le chouchou de la communauté internationale. Aujourd'hui, c'est Kagame. Lui aussi, un jour, ça pourra peut-être retourner contre son pays. Mais nous, on aimerait quand même savoir un peu ce que Mobutu avait fait de son temps. Parce que l'Angola, beaucoup de pays dans la région, ils disent qu'à l'époque, Mobutu, il faisait des crimes aussi dans les pays de la région. J'aimerais que vous nous donniez un peu ces regards historiques. Toujours, M. Hubert, vous avez parlé de ces personnalités qui sont dans les institutions. Quel regard vous faites par rapport à tous les processus de dialogue de Sun City? Parce qu'au retour de Sun City, on a vu tous les politiques nous dire que c'est fini de pointer les personnes en disant tel a fait ça, tel a fait ça. Nous revenons à la paix, nous oublions tous les crimes passés. Donc le dialogue de 2002 à Sun City, qui nous a donné la Constitution. Est-ce que si on recourt encore à la justice, si on demande encore justice par rapport aux crimes, c'est-à-dire qu'on annule la Constitution, on a une nouvelle Constitution? Ça, c'est la deuxième question. Alors, à Madame Angèle, j'aimerais savoir, je vous félicite aussi pour votre speech, j'aimerais savoir, de 2001, donc c'était 1993 en 2003, maintenant de 2003 en 2020, il y a aussi des crimes qui se commettent chaque jour. Est-ce qu'on doit encore entendre la communauté internationale pour faire un mapping ou c'est au gouvernement de faire maintenant les mappings de 2003 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 17 ans. Donc c'est des crimes aussi qu'il faudrait un jour qu'on sache la cartographie et qu'on puisse entamer les processus de justice. Alors, par rapport à Minembwe, M. Hubert, vous avez encore dit que c'est un agenda de la rébellion. Mais si on lit l'histoire, l'AFDEL est venu chasser Mobutu, qui était un dictateur. Et nous tous, on a acclamé l'AFDEL. Mais pensons-nous qu'ils ont eu les soutiens du Rwanda, l'Ouganda et même de la communauté internationale pour chasser Mobutu. Mais est-ce qu'ils l'ont fait juste pour nos beaux yeux ou il y a eu des accords qui ont été signés en disant en rétribution par rapport à ce que vous avez fait, nous allons vous donner ceci. Donc nous aimerions aussi savoir les dessous de la libération du Congo par l'AFDEL. Est-ce que c'était gratuit? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je salue tous les éminents qui sont passés par ici. Leurs interventions ont été de haute facture. Là, je voudrais intervenir par rapport à la préoccupation soulevée par Madame Angèle Makombo concernant les groupes des femmes. Je suis Ngaloula Joséphine, activiste des droits de la femme. Madame a dit qu'il y avait un groupe de femmes qui s'était érigé en protestatrice contre Dr Mukwege à l'époque.
Pour la petite histoire, l'histoire des luttes contre les violences faites à la femme en RDC a commencé avec les réseaux Action Femmes dont j'étais coordinatrice. Et ensemble, en 1996, avec l'honorable Eve Bazaïba, nous avons lancé la première campagne. Et c'est les réseaux Action Femmes qui avaient mis sur pied l'initiative conjointe. Et nous avons sillonné ainsi toutes les provinces sans être contredits. Je crois que nous avions la maîtrise des réunions des femmes par rapport à cette question des violences. Et le docteur Mukwege a fondé même sa clinique Pandi sur base des données des femmes. Et alors aujourd'hui que les femmes s'érigent contre les bienfaits des docteurs Mukwege à un moment donné, ça je ne sais pas, j'aimerais quand même avoir un peu d'éclaircissement. Peut-être j'ai mal compris ça. Ma deuxième question va à l'endroit de Madame Makombo. Elle a dit que au départ, les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité se sentaient coupables pour ne pas laisser passer les rapports mapping ou bien travailler sur ces rapports ou bien l'exploiter comme c'est le cas aujourd'hui où il y a publication de ces rapports avec effet que nous avons en ces jours. Mais où est partie leur culpabilité au jour d'aujourd'hui pour que, les rapports mapping soient exploités? Enfin, je voudrais m'adresser au professeur Chikoji. Il a fait son intervention avec beaucoup de questionnements. Alors moi aussi, je voudrais l'interroger. Quid des lobbies congolais? Nous savons qu'il y a les lobbies juifs, il y a les lobbies américains. Est-ce que les intellectuels congolais ont un lobby fort? La question ici n'est pas de jeter la responsabilité sur X ou Y. Ce n'est un secret pour personne. Sans un lobby fort, un pays ne bougera pas aussi ses lignes par rapport à l'agression, par rapport à tout ce qui se passe, l'exploitation illégale, etc., par rapport à tout ce que nous vivons. Est-ce que les intellectuels congolais, entre autres, le groupe du professeur, ils sont sûrement dans un groupe de réflexion où les DG AI, plutôt les DG Freddy Mulumba, est-ce que vous avez déjà eu à l'idée l'esprit de construire un lobby fort en République démocratique du Congo? Qui peut nous dire que nous avons un lobby fort pour porter nos problèmes au niveau international? J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Je voulais apaiser le DG Freddy pour dire que j'ai amené ma machine pour être précis par rapport à ce que je vais poser comme question. Je vais finir par une proposition. Je n'ai qu'une seule question d'ailleurs. La question, je la pose à Maître Hibert, parce qu'il a semblé chuter avec une sorte de désespoir que lui a essayé aussi rapidement de corriger. Est-ce que lorsque nous parlons de la question de justice transitionnelle ou de la justice pénale internationale, il s'agit d'une question qui regarde le gouvernement ou d'une question qui regarde un peuple? Est-ce que, parce que nous n'avons pas de dirigeants ou un gouvernement légitime, devons-nous attendre pendant que la question est vraiment préoccupante, devons-nous attendre jusqu'à ce que nous allons avoir des dirigeants légitimes? Et quand est-ce que nous allons les avoir? Parce que rien ne prouve que ce que nous considérons aujourd'hui comme illégitime vont aussi ne pas mettre en place des mécanismes pour encore s'éterniser là et nous maintenir dans la même situation d'illégitimité. Est-ce que le peuple congolais doit aujourd'hui mettre cette question de la justice sur le rapport mapping à long terme ou nous devons commencer à agir maintenant? Et c'est là où aussi intervient ma proposition qui complète celle des autres qui ont précédé ici, que nous devons parler du rapport mapping. Les gens se sont plaints pour voir que la salle est vide, mais moi, je suis par contre heureux parce que si on regarde du point de vue qualitatif, on peut se dire que 5 personnes peuvent réfléchir et proposer quelque chose à la nation. Et voilà pourquoi je propose à ce que
qu'on nous aide. Et c'est là le rôle de la société civile. Je suis moi-même coordonnateur des mouvements citoyens. Nous sommes en train d'y travailler pour essayer de répertorier tous les chapitres qui sont dans les rapports mapping, les traduire en lingala, afin d'expliquer la population. Ici, nous avons besoin de l'adhésion de la population pour que les gens comprennent, quand on parle du rapport mapping, voilà de quoi on est en train de parler. Et cette question n'est pas encore suffisamment entendue dans la population. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Bon, moi, c'est M. Jean-Pierre Piana. Je suis juriste, parolier et écrivain aussi. Je crois qu'à la fin de cette assise, je pourrais déclamer un poème que j'ai intitulé « Le sang de mon peuple ». Je crois que M. Freddy va tenir sa parole parce que je parle avec lui. Alors, je suis content parce que dans son exposé, je crois que M. Freddy a parlé du professeur Biyoya. Le professeur Biyoya, paix à son âme, il m'a donné le cours de relations internationales, je crois, en deuxième licence à l'UPC. Alors, le professeur Biyoya avait pour coutume d'évoquer Raymond Aron. Et il disait, il citait une parole de Raymond Aron qui disait que la puissance d'un pays, je m'excuse, est dans sa géographie. Et il disait encore qu'étant donné l'inégalité de la répartition des richesses à la surface du globe, les relations ne peuvent être que conflictuelles. Nous sommes un grand pays, avec une géographie prodigieuse. Nous avons un voisin qui est plus malin que nous et qui a compris que dans sa géographie, il y a un pays voisin grand qui peut espionner et faire tout ce qu'il veut. Alors, ma grande préoccupation est celle-ci. Qu'avons-nous fait, nous Congolais? C'est vrai que le rapport est là. C'est vrai que nous nous plaignons tout le temps. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait hier, que nous pouvons faire aujourd'hui pour changer de paradigme? Parce que cette question renvoie aussi à la notion de leadership. Laissez-moi vous dire qu'en leadership, la qualité la qualité primordiale d'un leader, c'est l'intégrité. Et John Maxwell dit que l'intégrité soude nos pensées, nos paroles et nos actions et fait de nous une personne entière chez laquelle aucune de ces trois composantes n'est en contradiction avec les autres. Nous avons ici besoin d'un type de leadership, d'un type d'homme politique qui, lorsqu'il entre dans un bureau, ce bureau ne devient pas un espace de survie personnelle et familiale, mais ça devient un centre d'impulsion et d'influence et d'impact pour l'amélioration des vies des autres. C'est de ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'un type de leadership. Lorsque tu quittes ton bureau, tu rentres chez toi, tu regardes tes enfants et ta femme dans les yeux, ils voient en toi un homme qui vient de travailler pour son pays, un homme qui vient de répandre sa sueur pour le bien-être de son peuple, et non un père de famille qui signe des contrats léonais à tout va et qui veut ses matières de château et qui s'en fout du reste. Alors, par rapport au monsieur Ibert, la question que j'ai à lui poser, c'est celle-ci. Il a parlé de l'Ouganda qui a été condamné par la justice internationale. Alors, ma préoccupation est celle-ci. Est-ce qu'il existe dans les mécanismes de la justice internationale, est-ce qu'il existe une procédure d'exécution forcée? Parce que, bon, on a évoqué un chiffre, c'est 11 milliards de dollars. Je crois que 11 milliards de dollars que l'Ouganda peut nous verser aujourd'hui, ça serait quand même une bouffée d'oxygène pour notre budget. Alors, est-ce qu'il existe dans la justice internationale un mécanisme d'exécution forcée pour forcer l'Ouganda à nous verser cette somme d'argent? Parce que lorsqu'on fait le rapport avec ce qu'ils ont pillé chez nous, il n'y a pas de proportion. Merci beaucoup. Ok. Il y a madame qui a parlé de lobbying ici, qui nous a interpellés. Je peux vous dire que nous avons une élite médiocre. L'élite congolaise actuellement n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc si nous voulons que ça change demain, il faut la changer. Il n'y a pas autre miracle à faire. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays comme le nôtre, il y a combien de docteurs en sciences politiques, combien de docteurs en droit, relations internationales, qui parlent? La masse.
Donc il y a carence de l'élite. Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi nous sommes dans cette situation. Voilà pourquoi il faut que les gens fassent des recherches. Nous sommes un pays atypique, où les gens meurent de faim, les dirigeants, les élites dansent et boivent. On coupe les têtes à l'est du Congo, au Parlement, il n'y a pas de débat. À l'université, il n'y a rien. Mais il faut se poser la question, pourquoi? Nous sommes en face du système capitalisme occidental prédateur, très puissant. Et je recommande beaucoup qui font des recherches ici de lire les livres de Mme Kanza Liao, publié en 1974. C'était sa thèse de doctorat à Harvard. Mme Kanza est arrivée à une conclusion. L'ennemi du Congo, il disait dans les temps, ce n'est même pas la Belgique. C'est le capitalisme occidental prédateur. On ne veut pas que dans ces pays, qu'il y ait un leadership fort. Ça, c'est une donne. Quand vous avez l'essence de l'histoire, vous comprenez qu'il y a dans ces pays, on ne veut pas que les gens se mettent debout. Les élites du Sud s'organisent. C'est ça l'importance de l'intelligence stratégique. Actuellement, ça manque. Mais je vois dans la jeunesse, les interventions de la jeunesse montrent qu'il y a l'espoir. Et autre chose qu'il ne faut pas oublier, nous avons une culture très faible sur le plan géopolitique. Et au niveau des universitaires, et au niveau de politique, les gens se battent à Kinshasa pour avoir une maison, un petit poste, mais on ne voit pas l'avenir. Je compare la classe politique d'aujourd'hui et celle de Mobutu, les Kamandoa Kamanda. Même le Lumumba, qui n'avait pas fait l'université, voit des choses très loin. Qu'est-ce qui nous arrive? Et moi, au lieu de parler de tous ces vieux, je m'adresse toujours au peuple, donc, à la jeunesse. Ce qui se joue ici, si on ne fait pas attention, on va nous recoloniser. Voilà pourquoi je reviens, on parle de Minembwe. Minembwe, ce n'est pas question de Banyamulenge. C'est l'erreur que nous commettons. Minembwe regorge toutes les grandes richesses, tous les grands minéraux stratégiques pour le XXIe siècle, pour la révolution numérique, couplée de la transition énergétique. Et quand on n'a pas une telle lecture, on va s'entretrouver ici avec les Banyamulenge, les Tutsis, les Hutus. Et j'explique, on est en train de reconfigurer, sur le plan géopolitique, l'Afrique des Grands Lacs. Je vous prends des exemples. La MONUSCO, à Goma, il avait un projet îlot de stabilité, qui était à la tête Kobler, l'Allemand. Je pars à Goma pour la première fois. Un frère africain m'appelle. Il me dit, il y a des choses qui se passent ici. Il faut être attentif. On est en train de construire des petites villes, des petites communes. On construit une police, on construit une administration. On est même parvenu à construire des camps militaires par les Hollandais, actuellement. Je dis que notre drame, c'est d'avoir une élite idiote. Je me suis dit que c'était très dur. Une élite idiote. Les informations sont sur Internet aujourd'hui. Quand nous parlons ici, avec le cas de Minembwe, il y a un projet au niveau du gouvernement hollandais où on prévoit pour 4 ans de financer un projet sur les réformes foncières à l'est du Congo. À Kinshasa, on ne connaît pas, les gens se battent ici pour manger. Ça passe par Kigali. Allez sur Internet, vérifiez, l'information est là. Mais quand vous avez une telle information, on fait comment? Vous avez des dirigeants qui ne comprennent rien, on fait comment? Moi, je vous demande de prendre votre destin en main, surtout la jeunesse. On peut vous arrêter, mais qu'on vous arrête pour la bonne chose. Donc, notre difficulté, c'est cela. Et puis, je voudrais terminer par les cas de l'Angola, tout ça. Non. Il faut comprendre que le monde a basculé. Ce qui arrive à Kagame, c'est arrivé à Mobutu. Mobutu a été utilisé contre l'Angola. Aujourd'hui, M. Ngwanda qui parle, il faisait la fête en Angola. Il y avait des avions. Il y avait des avions qui quittaient ici jusqu'en Angola. Kafunfu, d'ailleurs, les musiciens chantaient. Quand les Occidentaux, les Américains ont vu que Mobutu n'est plus rien, on est venu lui dire, Monsieur Mobutu, il faut quitter le pays, sinon on va tirer ton cadavre dans la rue. C'est le même discours qui est arrivé à Kagame aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est tirer les leçons de l'histoire. Ce qui arrive à Kagame, si les autres ne comprennent pas, ça va leur arriver. Kagame est fini.
C'est terminé pour lui. J'ai pris l'exemple de la femme rwandaise qui parlait en Kinyarwanda. La vérité traverse même les feux sans se brûler. La vérité est là. Kagame sera sanctionné. Mais il ne faut pas qu'il soit seul. Ça signifie que si demain on met un tribunal, il faudrait qu'on poursuive les multinationales qui sont bien connues. Ça, c'est à nous de demander. On ne va pas attendre que les Occidentaux viennent nous dire arrêtez telle multinationale. Donc, c'est le travail des Congolais. Comme l'élite est faible, une élite de mauvaise qualité, il faut que la population, la jeunesse se prenne en charge. Et autre chose, qu'on ne soit pas naïf. Nous sommes dans un monde très violent, un monde d'intérêt. Tout est question de rapport de force. N'oubliez pas ça. Donc ça signifie que quand les Congos à Kinshasa, quand les gens sont à Kinshasa, ils n'ont pas ce qu'on peut appeler la volonté de puissance. Le Congo c'est une puissance, mais ceux qui habitent n'ont pas ça en tête. Donc c'est quand le Congo sera puissant, l'Afrique centrale sera tranquille, sera stable. Et le développement de l'Afrique partira du Congo. Il faut que tout le monde comprenne ça. Donc tous ces petits pays, Rwanda, Ouganda, Burundi, qui nous embêtent par procuration, ils vont commencer à nous respecter quand nous serons très puissants et qu'on permette à l'Afrique de démarrer. Je pense que ce n'est pas la peine de cristalliser davantage des tensions éventuelles qu'on pourrait avoir entre nous. C'est le moment, moi je pense, de s'unir. Donc peut-être en dehors d'ici, je pourrais échanger avec Joséphine là-dessus. Mais c'est vrai que j'avais été choquée. Et c'était la première fois que j'entendais parce que je pensais que Mukwege, à cette époque-là en tout cas, je pensais qu'il faisait l'unanimité. Mais il ne faisait pas l'unanimité. Certaines personnalités au pouvoir dans le régime passé n'appréciaient pas certaines de ses déclarations, prises de position. Donc voilà. Elle m'a demandé aussi la culpabilité, voilà, des membres permanents du Conseil de sécurité. Comme vous savez, ils sont 5. Les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Mais ce n'est pas que eux 5, c'est la communauté internationale un peu dans son ensemble qui s'est sentie coupable d'avoir été inactive pendant le génocide rwandais. Et la question maintenant, est-ce que cette culpabilité, elle persiste? Moi, je dirais, paraphrasant un peu M. Mulumba, Kagame, c'est fini. Hein, c'est une autre, nous entrons dans une autre ère, une autre page. Comme on le dit souvent, les pays n'ont pas des amis et ont des intérêts. Eh bien, ils se servent de certaines personnalités politiques, ils se servent de certains pays à un certain moment. Bon, là, culpabilité parce qu'il y a le génocide. Alors, qu'est-ce qu'on soutient? On soutient le Rwanda et c'est le Congo qui paye les frais. Les multinationales disent bon, le Congo est instable, vaut mieux aller créer nos usines en face. Il y a même eu le président, l'ancien président du Nigeria à un moment donné, Obasanjo, qui a eu à dire, mais vraiment, quelle ironie, le monde dans lequel nous vivons. Hein, en fait, le président rwandais devrait, il l'a dit vraiment publiquement, c'était choquant, le président rwandais en fait devrait être président de la RDC, c'est un grand pays, et le président de la RDC, lui, devrait aller au Rwanda parce que lui, il a une vision, il va renforcer la stabilité dans le pays. Donc, à un certain moment de l'histoire, pour des intérêts précis, eh bien, ils sont dans cette logique-là. En ce moment, on se rend compte que cette RDC qu'on a essayé, et c'est à répétition, ces tentatives de balkanisation, hein, Lumumba nous le disait d'ailleurs avec sa voix traînante, la balkanisation du Congo, c'est maintenant. Donc on sent toutes ces velléités, mais jusqu'à présent, ça a échoué. Ça a échoué grâce d'ailleurs à nous, peuple congolais. Donc maintenant, ils se disent, ce pays est grand, vaut mieux peut-être le laisser grand, même un peu instable, parce que si on le morcelle, on ne sait pas ce que ça va produire.
Regardez le Soudan, ça n'a pas donné grand-chose. L'Amérique était pour la division du Soudan, ben, ça n'a pas donné grand-chose. Laissons-le tel qu'il est. Ensuite, c'est un pays qui a des minerais stratégiques. Bon, on va tabler là-dessus et on va essayer de faire des contrats qui vont nous avantager. On va mettre les Chinois de côté, nous, on va s'installer. C'est le jeu des puissances. Donc, c'est là où nous, Congolais, on doit d'abord penser à nous. Hein? On approche le pays avec des propositions de contrats juteux. La question qui doit revenir constamment, où est l'intérêt du Congo? Donc c'est là où je pense que nous péchons. Je ne voudrais pas revenir sur certaines réponses qui ont été données par Mme Makombo sur certaines questions. Mais je voudrais parler précisément du lobby scientifique ou intellectuel. Non, il n'y en a pas à ma connaissance. Moi, je vis en Californie où je suis professeur, où j'ai toute ma famille là. Pendant au moins 10 ans, j'ai été le président de la diaspora congolaise en Californie et j'ai été aussi le président des professeurs congolais, intellectuels congolais, que j'ai dirigé pendant 10 ans. On organisait parfois des conférences sur le Congo et on intéressait les politiques à un certain moment, mais ça n'apportait pas grand-chose pour autant que la représentation était en crise. Peut-être l'une ou l'autre personne qui pouvait nous aider à ce niveau-là. Je vous donne un exemple, par exemple, du professeur Bellé qui travaille au Pentagone et qui produit beaucoup de choses sur le plan scientifique, mais qui aujourd'hui n'est pas beaucoup plus sollicité par les Congolais eux-mêmes. Donc c'est ça la difficulté que nous avons. Une autre difficulté, c'est que les Congolais ne savent pas travailler ensemble. J'ai constaté que chaque fois que je mettais tous les Congolais ensemble, les grands intellectuels qui vivent aux États-Unis, il était très difficile qu'ils se mettent ensemble. Ils étaient généralement inféodés par les politiques. Chacun avait sa coloration politique. On pouvait voir les gens de l'UDPS, MLC, un peu partout. Donc c'était difficile de coordonner ces intellectuels qui pouvaient réfléchir. Mais du moins, il y a des intellectuels des scientifiques assez indépendants. Vous avez cité Patrick Mbeko, qui malheureusement à un certain moment, lui aussi, a pris le parti de la politique. C'est-à-dire, il est allé avec Ngwanda, avec tout ce qu'il disait là. À un certain moment, on ne l'a plus pris au sérieux, en dépit de tout ce qu'il a fait comme publication. Et donc, cette difficulté existe et nous avons du mal vraiment à constituer ce lobbying qui peut nous servir pour pouvoir changer des choses. Moi-même, j'ai participé à beaucoup de réunions internationales sur la question du Congo. J'ai été souvent sollicité. Je crois que j'ai écrit beaucoup de papiers et même des livres là-dessus sur le Congo pour pouvoir orienter parfois certaines décisions qui étaient prises au niveau de l'ONU, au niveau du gouvernement américain, surtout quand Obama était là, avec de Clinton. C'était des difficultés réelles, mais il avait fallu leur montrer que ce que vous dites, ou bien ce que vous êtes censé faire en soutenant le pouvoir de Kigali n'était pas correct. Donc il avait fallu organiser de telles conférences. Donc le lobby est pour moi individuel. L'une ou l'autre personne s'organise avec ses publications et on lance. Et ceux qui veulent le suivre, ils le suivent. Mais on n'a pas un groupe comme tel constitué où nous avons un club de réflexion, où nous faisons des grandes réflexions pour pouvoir orienter les décisions des politiques. Et ça, c'est une difficulté réelle. Et ici, je pense que quand je suis arrivé, j'ai essayé quand même de présenter certains ouvrages que j'avais publiés, mais il est difficile que les Congolais ne lisent pas trop les choses que nous écrivons, que les scientifiques présentent. Je venais de publier un ouvrage sur l'illusion du pouvoir, mais je ne pense pas que beaucoup l'ont acheté, alors que ça coûte pratiquement rien.
Et donc j'ai des amis qui sont des professeurs d'université que j'ai rencontrés. Mais quand je leur dis, voilà, les livres sont sortis et tout ça, mais la première chose, c'est qu'ils demandent que je leur donne. Vous voyez ça? Prof, est-ce que tu peux me donner un livre? J'ai dit, mais comment je peux te donner un livre puisque c'est la maison d'édition qui publie et qui dépose. Moi, je ne peux pas commencer à distribuer l'ouvrage. Ça aussi, le problème. L'intellectuel congolais est en difficulté. La dernière fois, je crois il y a un mois ou quelques semaines, nous avons fait une conférence sur l'impact, donc l'intervention, l'implication des intellectuels dans cette salle. Mais nous avons dit que les intellectuels sont en faillite. C'est pratiquement une difficulté. Regardez, dans cette salle, on aurait dû avoir beaucoup d'intellectuels. On pouvait discuter sur cette question et trouver parfois des pistes et des solutions pour nous-mêmes. Et je pense que, maman, je vous dis sincèrement que nous n'avons pas ce lobby par rapport aux autres. La première difficulté, je l'aurai avec celui qui m'a invité, Freddy Mulumba. Freddy Mulumba ne cesse de dire que notre classe politique, notre élite, nos dirigeants sont des médiocres. Il y a dans la salle quelqu'un qui dit que c'est vrai. Il insiste et il confirme. En disant ça, ce qu'il est en train de dire, c'est que nous sommes plus médiocres que ceux qui sont arrivés en premier au-dessus de nous. Et il s'est tué parce qu'il ne confirme plus. Nous sommes dans une logique politique où il n'y a pas de cadeau. J'ai beaucoup d'admiration pour Maman Ève qui est ici parce que je l'avais rencontrée pour la première fois, j'étais encore, il y a peut-être une vingtaine d'années qu'on s'était rencontrés pour la première fois, j'étais encore à la SADO, elle est militante, elle est combattante, et si aujourd'hui elle est devenue sénatrice, je ne pense pas qu'on lui a fait un cadeau pour qu'elle devienne sénatrice. Telle que moi je la connais, elle se bat. Alors je me demande, comment nous, intellectuels, avec tous les diplômes que nous avons dans les fauteuils là où nous sommes, nous pouvons accepter que des gens médiocres puissent prendre le pouvoir. Le langage est différent. Eux ne sont pas médiocres. Eux, ils sont meilleurs parce qu'ils sont arrivés là où ils sont. C'est nous qui sommes là, qui sommes médiocres, et nous ne savons même pas comment monter et arriver là où ils sont. Et chers amis, vous devez arrêter de dire que les autres sont médiocres et pourtant, ils sont en position de contrôle de votre vie. Ils décident à votre place. Ils vous imposent comment vous devez vivre et vous sortez ici, un policier vient de n'importe où, il peut vous prendre et il peut vous arracher même votre voiture. Il faudrait développer une approche beaucoup plus différente qui doit vous mettre dans une position de réflexion, d'une remise en cause de ce que vous êtes, de sorte à être en possession, ou plutôt en possibilité de mettre celui qui vous dirige en doute. Il doit douter de vous. Il doit, quand il vous regarde, il dit non, 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 celui-ci, il ne faut pas le toucher. Je vous ai dit, nous sommes venus des petites organisations à la cité là. On allait dans les droits de l'homme là-bas. D'abord, on y allait pour comprendre c'était quoi les droits de l'homme. Puis avec le goût, c'est devenu comme un sacerdoce. On nous fouettait sous le régime de Mobutu. Kabila, le père, est venu. Je vois quelques collègues de la ZADO ici. On en a pris certains de nos amis. Ils ont fui. Et nous nous sommes restés. Kabila, le fils, est venu. On nous a arrêtés jusqu'à la veille des élections. Je ne sais pas si vous avez lu dans la presse. On m'avait même arraché mon passeport chez moi à la maison par les agents de renseignement. Congo na biso Congo, car on s'est